Bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de la saison 3 de SpaceHack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Et oui, déjà 3 saisons où l'on décrypte l'actualité de notre club de cœur à vos côtés avec toujours le même plaisir de vous retrouver et de pouvoir échanger avec vous tous. Et ce soir, c'est la rentrée pour SpaceHack, juste après la rentrée des Ciels et Marines qui a eu lieu vendredi à 20h45 au Stade Océane avec la réception du Paris Saint-Germain. Et nous en parlerons plus longuement en première partie d'émission. Dans la seconde partie de ce space, nous reviendrons sur l'actualité du hack qui est plutôt calme, pour ne pas dire très calme, mais il y a quelques sujets à aborder. Mais avant tout cela, laissez-moi vous présenter l'équipe de cette première émission. Il est bronzé, il est reposé, il a remis le compteur maintien à zéro. JC est avec nous ce soir. Salut JC. Salut Guillaume, il est à nouveau fatigué parce que la reprise est quand même assez dure. Voilà, Faut que tu repartes en vacances là, t'as pas le choix. c'est ça. Contrairement à JC, il revient de vacances sans avoir pris de couleur puisqu'il a choisi de se reposer dans le nord et du côté de la Belgique. Thomas est à nos côtés ce soir. Salut Thomas. Salut Guillaume, salut JC, salut tout le monde. Alors, t'as pu tester toutes les bières belges cet été ou pas? Alors, j'ai fait de mon mieux, je t'assure, hein, j'ai mis beaucoup de cœur, mais j'ai encore quelques-unes à tester. J'ai vu que dans un tweet, tu disais que tu buvais pas d'alcool. C'est le plus grand mensonge que j'ai vu de toute ma vie. C'est possible. Et last but not least, l'homme qui n'a manqué quasiment aucun space depuis le départ, jusqu'à ce soir, sera avec nous tout à l'heure. Ça sera Clément, en espérant qu'il arrive avant la fin. Sinon, on fera entrer quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche et nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous et bien sûr le chat lié au Space. Alors, comme je le disais en introduction ce soir, c'est la rentrée, mais c'est une rentrée en douceur car l'actualité autour du hack est calme, très calme, voire trop calme, mais ça nous en parlerons en deuxième partie d'émission. Pour le moment, et comme le dit très bien Jérémy, it's time de revenir sur le premier match de cette saison. Et cette année, le calendrier, la Ligue 1 était généreux avec les Havrais puisque c'est l'ogre parisien qui s'est présenté au stade d'Océane ce vendredi à 20h45. Et c'est devenu du PSG. Nous a pas réussi côté prono, hein, puisque personne n'avait imaginé un tel score. Allez, Nicolas Wagner sur Twitter n'était pas loin, cela dit, avec son 1-3, il n'a pas osé taper davantage sur le hack comme CSC qui nous avait dit 7-0, je crois. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui perd. Pour débuter cette rencontre, donc le nouveau coach du hack, Didier Digard, avait choisi d'aligner une équipe sans réelle surprise si on ne tient pas compte des blessures. Dans les buts, nous avions le grand Arthur Desmas, en défense Loïc Nego, Étienne Youté, Gauthier Luris et Christopher Operi. Devant eux, Yacine Keshta, Abdoulaye Touré, Rassoul Ndiaye, Daler Kouzaïev. Et pour finir, Antoine Joujou et Josué Casimir étaient en charge de l'attaque. Du côté des absences, Aruna Sanganté, Oussama Targali, Nyoni Gomis et Issa Soumaré n'étaient pas présents sur la feuille de match. Alors au départ, j'avais prévu d'introduire Clément, mais on va inverser et je vais poser la question à Thomas. Thomas, Ouais, je t'écoute. t'es chaud? Dazone a présenté la compo comme un 4-3-3 et je t'avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre le schéma pour le coup. Est-ce que toi, tu peux m'éclairer davantage sur ce point, s'il te plaît? J'ai pas l'impression qu'ils étaient trois en pointe, hein. Pour moi, c'était plutôt deux par moment quand même, avec Joujou et Casimir. Après, non, je t'avoue que la compo, ça a tellement été, enfin, j'ai trouvé fluctuant. Donc, je sais pas si on avait un système si fixe que ça. À mon avis, on a peut-être essayé d'évoluer entre deux systèmes selon les phases offensives et défensives. Après, on avait clairement choisi de laisser le ballon, hein. Je crois qu'on finit à 26 de possession. Paradoxalement, par contre, on a aligné une défense à 4 alors qu'on aurait peut-être pu s'attendre à une défense à 5. Mais non, ouais, je t'avoue que le système, je l'ai pas encore bien saisi. Après, à voir est-ce qu'il sera réutilisé le reste de la saison, parce que là, c'était Paris, donc ça reste toujours un match particulier, surtout quand tu joues le maintien. Mais voilà, ça demande à confirmation à mon sens. Ouais, merci beaucoup Clément. Clément. Thomas, pardon. Le brassard des capitaines sur les épaules de Josué Casimir. J'y sais, est-ce que cette décision du coach t'a surpris? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah écoute, pour Casemir, c'est pas la première fois hein, qu'il est capitaine, parce que sous Elsner, il avait déjà été une fois en Coupe de France, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était même à Strasbourg, et durant la prépa aussi, hein. Bon, après le fait d'être formé au club, un peu comme Sankanté, je pense que ça joue pour lui. Après, moi personnellement, c'est pas le premier nom que j'aurais mis pour être capitaine, hein. C'est pas le capitaine classique, joueur expérimenté avec un charisme débordant. Bon là, moi je serais plus parti sur un Touré, un Opéry, Lloris, voire pourquoi pas un Desmas, hein. Ouais, Thomas, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce choix de Josué Casimir, enfin, en tout cas, du choix de Didier Digard de nommer capitaine d'un soir Josué Casimir?
Bah, pour le symbole, je valide totalement. Le symbole, il est magnifique. Casimir, c'est quand même, c'est un Bezos, c'est un enfant du club. Je regardais en plus la vidéo, je sais plus hier ou cet après-midi, du résumé de Dijon pour la montée. Et moi, un truc qui me choque toujours quand je revois le résumé, c'est son expression après le but. Il chiale de bonheur, mais vraiment, enfin, tu sens que ça comptait pour lui, quoi. Donc le symbole est magnifique. Après, est-ce que on a d'autres personnes plus, on va dire plus avec le profil de capitaine? Ouais, sans doute. Je suis assez d'accord avec JC. Avec JC, pardon. Je pense qu'un Lloris aurait peut-être été plus représentatif. Mais voilà, ça me choque pas non plus et j'aime beaucoup le symbole. Ouais, tu parlais du visage de José Casimir après son but. Moi, je vais te parler de l'ambiance, en tout cas de l'atmosphère d'avant-match. Thomas, toi, tu étais au stade comme toujours. On a notamment vu un tifo sublime en hommage à Jean-Pierre Ruraud. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette ambiance, de cette atmosphère? Le stade Océane avait l'air heureux de retrouver la Ligue 1. Ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé qu'il y avait une très belle ambiance, effectivement. Bon, comme ça avait déjà été le cas sur les grosses affiches l'année dernière, mais faut pas oublier qu'on reste mine de rien une petite équipe et qu'on a quand même pas mal de touristes. On en reparlera sans doute peut-être à un moment dans le space. D'arriver à quand même par moment bien embrancher le stade comme a réussi à le faire le COP, alors que moi par exemple, tu vois, j'étais entouré de Parisiens en latéral, en E4. C'est assez fort. Et effectivement, le tifo était absolument sublime, hein. Je tiens à souligner le boulot des différents groupes qui font les tifos. En plus là, je trouve que vraiment ils montent en gamme, quoi. C'est de plus en plus détaillé, c'est de plus en plus beau, c'est de plus en plus travaillé en termes de mise en scène. Je trouve ça vraiment magnifique. En plus, il y a eu une minute de silence qui a été parfaitement respectée. Le stade était vraiment muet comme une tombe. Donc ça a fait vraiment un très très bel hommage, mais en même temps pour un très très grand monsieur du club. Donc c'était plus que pertinent. Et sinon, bah, sur l'ensemble de la rencontre, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Le COP qui était bien chaud par moment, qui a réussi un petit peu à embrayer les autres tribunes par instant, notamment après l'égalisation par exemple, et après le but refusé de Josué Casimir. Donc non, non, très belle ambiance, très bon pour une reprise, franchement, très très satisfait moi de ce que j'ai vu au stade. Ouais, merci beaucoup Thomas. C'est vrai que pour nous expats, c'est compliqué, surtout avec l'histoire des droits télé. On a un peu de mal à suivre tout ça. Enfin, bref, on va pas revenir là-dessus. En tout cas, il fallait pas arriver au stade en retard au stade ce vendredi, n'est-ce pas Céline? Puisque dès la deuxième minute, le PSG ouvrait le score par l'intermédiaire de son joueur sud-coréen, Kang In-lee. On pouvait pas faire pire entame de match, mon JC. Surtout pour Christopher Opéry pour le coup. Ouais, bah écoute, c'est ce qu'il fallait éviter à tout prix. Je vous avais envoyé un petit message d'ailleurs avant le match disant, voilà, surtout, il va falloir tenir le premier quart d'heure. Et c'est vrai que là, au bout de 2 minutes, bah patatras quoi. Donc tout le plan de jeu entre guillemets mis en place, bah voilà, et mis à la poubelle. Donc c'est vrai que c'est quand même assez problématique. Et moi, ce qui m'a un petit peu embêté, c'est que voilà, le match précédent, on perd en amical. Même si c'est dans reste qu'un amical, mais contre Bochum 6-0, tu te reprends un but au bout de 2 minutes, c'est compliqué quoi. Donc bon, voilà, moi ça m'a franchement ça m'a fait vraiment beaucoup peur. Ouais. Tu t'es pas dit à ce moment-là, on va se prendre une rouste par le PSG, on va s'en prendre 6, 7 dans la valise à Ouais, ce moment-là. bah j'y ai pensé, j'y ai pensé. Après, ce qui est bien, c'est que bon bah plus les minutes passant, bon j'ai bien vu qu'on arrivait à tenir défensivement, même s'il y a eu des grosses occasions parisiennes avec la barre notamment de comment il s'appelle Colomani. Mais c'est vrai que tu arrives vite finalement à la fin de première mi-temps, bah tu vois qu'il reste encore toujours un 1-0, donc voilà, ça c'était plutôt intéressant. Mais c'est vrai qu'au début j'ai eu peur. Ah bah il y a Clément qui vient d'arriver. Hop, c'est parfait. Merci beaucoup JC en tout cas. Hop, Clément, salut Clément. J'ai un petit peu de retard à l'allumage. Pas de souci. Tu veux que je te refasse ton intro ou pas? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé? Je t'avais mis last but not least, l'homme qui n'a manqué quasiment aucun space depuis le départ. C'est vrai ça. Hein. Était avec nous ce soir. Mais du coup, j'ai fait probablement ce soir qui sera là. Effectivement, il est là. Bonsoir Clément. Comment va Clément? Salut. Ça va, bah, ça va. Comme un début de saison. Comme un début de saison. Donc, on venait d'aborder le tout début de match et l'ouverture du score du PSG. Donc Paris, après ce but, va continuer à se ruer vers le but de Desmas durant les 15 premières minutes, avec notamment une tête de Colomoni, comme l'a dit JC, sur la barre. Et c'est dans ce premier quart d'heure qu'intervient l'un des faits marquants de ce match avec la blessure de Gonzalo Ramos sur un tacle de Liuté. Thomas, selon toi, est-ce que cette faute méritait carton jaune ou rouge, puisque les Parisiens sur les réseaux, enfin bref, je vais pas m'étendre là-dessus,
Ouais, bah, oui. C'est un attentat, expulsion, etc., etc. Qu'est-ce que tu en as T'as- pensé? Bon, déjà que les Parisiens sur les réseaux, ils sont un petit peu lourds. Mais plus sérieusement, non, j'ai revu les images, j'ai regardé la tête reposée en essayant d'être calme, en essayant de pas trop être clubiste, tu vois, défendre à tout prix ton joueur. Bon, clairement, voilà, la faute, elle se siffle. Carton jaune, c'est pas déconnant. Carton rouge, j'aurais trouvé ça ultra sévère. Je veux dire, il joue quand même le ballon. Alors, effectivement, il embarque la jambe, mais c'est pas vraiment volontaire. Donc, ça se siffle. Le jaune peut se siffler aussi. Mais non, un attentat, non, faut pas déconner. Il essaye pas de lui arracher la gorge non plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout, il part pas du tout Youté dans l'intention de faire mal, quoi. Ouais, on est d'accord là-dessus. Et c'est à partir de ce moment-là, en tout cas, que les Hackmen ont commencé à se réveiller et à se montrer plus offensifs, comme lors de ce corner à la 28e minute où Abdoulaye Touré est venu tromper Donnarumma pour rien, puisque le but était refusé pour un hors-jeu de Josué Casimir. Clément, cette séquence t'a fait rire en off, rire jaune évidemment, mais est-ce que quand on repense au but pris par le Hack à Rennes l'année dernière, on n'aurait pas tendance à être un petit peu énervé par cette annulation? Oui, enfin, après, sur l'action, c'est Casimir déjà qui gêne le gardien, et après, bon, il y a hors-jeu, mais ouais, il joue mal le coup parce que c'est vrai qu'en fait, il a 10 ans pour se repositionner, il le fait pas, et puis derrière, bah, même si Touré avait pas été hors jeu, il y aurait eu but annulé parce que manifestement, le gardien était complètement gêné, il pouvait pas intervenir. Mais non, après, je pense que c'est la consigne de Digard sur les corners de venir mettre un mec pour gêner le gardien, au moins la sortie du gardien. Et c'est sûr que sur les coups de pied arrêtés, en tout cas hier, vendredi soir, on les a quand même mis en danger sur coup de pied arrêté. Et je trouve que c'est quelque chose, je pense qu'ils ont bien bossé à l'entraînement. Ouais, sur ce coup, il était peut-être un petit peu maladroit, Casimir. Oui, il voulait peut-être se rappeler son épisode avec Donnarumma l'année dernière au Stade Océane, si vous vous rappelez, le high kick qu'il avait pris dans la tronche. Enfin bref. Mi-temps, 0-1, malgré la domination parisienne, on avait quand même des motifs d'espoir, JC. Ouais, bah écoute, on a évité le pire, hein, avec éventuellement un 2-0, notamment en fin de première mi-temps où Desmas nous fait au moins deux arrêts presque miraculeux. Et là, c'est vrai que 2-0 à la mi-temps, on aurait eu la tête sous l'eau. Donc et là, ce score de 1-0 reste un moindre mal. Et j'ai senti finalement l'équipe quand même au fur et à mesure des minutes avancer, qu'elle était un peu plus agressive et qu'elle a réussi à reprendre le fil, hormis ces deux petites occasions, enfin ces deux grosses occasions, pardon, en fin de première. Donc ça m'a donné plutôt un petit peu d'optimisme, pardon, pour cette seconde mi-temps. Ouais, de l'espoir, le Hack nous en a donné, même plus, puisqu'ils nous ont donné surtout beaucoup de plaisir au retour des vestiaires, et grâce à un coup franc tiré par Christopher Repéry et repris victorieusement par Gauthier Lloris, premier buteur de la saison dernière à Montpellier, premier buteur de cette saison. On change pas les bonnes habitudes, Thomas? Ouais, on change pas les bonnes habitudes et de toute façon, vu pour l'instant l'attaque qu'on est en mesure d'aligner, effectivement, il va falloir que les défenseurs avec les milieux soient capables de planter quelques buts de temps en temps. Mais ouais, moi ça me fait super plaisir de voir ça, parce que c'est quand même la spéciale depuis la Ligue 2 hein, quand même. Les patates d'opérer au deuxième poteau pour Lloris sur les coups francs, ça marche toujours aussi bien, c'est toujours aussi nickel, c'est fluide. Bon, pour le coup, je trouve que la défense parisienne est quand même pas irréprochable parce que le ballon il traîne quand même bien tranquillement devant le but avant de rentrer. Mais bon, on va pas se plaindre. Et ouais, du coup, ça fait plaisir pour Gauthier Lloris, effectivement, premier buteur la saison dernière, premier buteur cette saison. Donc ça prouve aussi que voilà, c'est quand même un joueur important dans l'équipe, quoi. Ouais, quelques minutes plus tard, quand tu en parlais tout à l'heure, le stade explosait sur le deuxième but à vrai inscrit par Josué Casimir. Ou devrais-je dire le deuxième but refusé, puisque notre capitaine d'un soir s'est emmené le ballon du bras pour aller en solo face à Donnarumma. Clément, je souhaiterais profiter de cette occasion pour avoir ton ressenti sur la prestation globale de Josué Casimir sur cette rencontre. J'ai bien aimé le petit Josué en numéro 9. Il m'a fait plaisir. C'est vrai qu'on l'a beaucoup décrié la saison dernière avec Joujou. Et là, déjà, Digard, de lui mettre le brassard, c'est déjà un signe fort. Déjà, voilà, rien qu'avec le brassard, on sait qu'il va compter sur lui. Et je trouve qu'il a vraiment été. En tout cas, c'est lui qui donnait l'impulsion. C'était compliqué de jouer tout seul en neuf devant la défense du PSG. Et il a vraiment bien fait. Je trouve qu'il a vraiment été incisif quand il fallait l'être. Techniquement, il était assez juste. Bon, physiquement, il y avait. Voilà, c'est vrai que dans les duels, au niveau de la tête, bon, il n'y avait pas. Il manquait des centimètres, mais dans la volonté, en tout cas, comme le reste de l'équipe, d'ailleurs, c'est ça qui m'a fait aussi plaisir, c'est que dans la volonté, dans l'engagement, ils ont vraiment été au-dessus des Parisiens.
Et j'ai retrouvé un petit peu le hack que j'ai vu évoluer en début de saison dernière, c'est-à-dire des joueurs qui y vont, qui mouillent le maillot. Et si ça continue comme ça, en tout cas, je pense que on va encore réussir à se maintenir. Mais par contre, c'est ça, il va falloir vraiment continuer à jouer de la sorte, quoi. Ouais, c'est ça. Faudra garder le même état d'esprit et pas jouer les montagnes russes comme l'année dernière où il y avait des matchs où on était dedans et d'autres absolument pas. Bah, c'est la fin de saison, surtout. Ouais. Je trouve qu'il y a des matchs en fin de saison dernière où on a perdu un peu cet esprit de guerrier. Mm. Après, est-ce qu'il y avait aussi la fatigue parce que Elster demandait quand même beaucoup à ses joueurs. Là, Oui. je trouve que Digard demande un peu moins, en tout cas au niveau défensif. Alors que Elsner demandait vraiment à 11 joueurs de défendre et de bien défendre. Digard, c'est pas du tout la même conception du football. Il a un pressing qui est assez haut. Et je trouve que les joueurs sont un peu moins impliqués défensivement qu'avec Elsner. Et peut-être que ça va nous libérer aussi offensivement d'avoir des tâches défensives en moins. Oui, d'ailleurs, si certains dans les auditeurs assistent ou ont assisté à des entraînements de Didier Digard, ça m'intéresserait de connaître un petit peu voilà, si vous pouvez comparer entre la méthode Elsner et la méthode Digard, ça m'intéresserait d'en savoir un petit peu plus, si jamais il y en a qui ont eu cette chance. En tout cas, ce deuxième but annulé a été un tournant dans ce match selon moi, et surtout selon Abdoulaye Touré, car les Ekman ont pris un coup au moral. JC, est-ce que tu partages cet avis, et est-ce que tu trouves normal qu'on puisse autant souffrir d'un but refusé? Ouais, bah, je partage ton avis, Guillaume. C'est vrai que c'est vraiment le tournant de la seconde mi-temps, parce que franchement, à 2-1 pour le hack, bah, ça aurait boosté les joueurs mentalement, mais surtout physiquement. Et on aurait joué peut-être encore plus bas, mais pour les contres à nouveau, pourquoi pas breaker et faire un 3-1, un peu comme au parc la saison dernière. Là, pour le coup, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Alors déjà pour nous en tant que supporters, c'est compliqué. Alors pour les joueurs, j'imagine c'est la même. Et pour le coup, je suis vraiment très surpris que Touré en ait parlé, car bon, c'est vrai que les joueurs se livrent très peu maintenant en conférence de presse. Et franchement, j'ai trouvé son discours très honnête, et même si ça peut choquer certains. Ouais, mais merci JC. Et après, donc le trou noir, cette période maudite de 5 minutes où PSG a inscrit 3 buts, le hack a lâché, comme le dirait Abdoulaye Touré, comme tu disais tout à l'heure, il s'est assez bien exprimé après la rencontre. Le hack a craqué. Comment tu peux expliquer tout ça, Thomas, s'il y a une explication à donner? Bah, déjà, tu as le contre-coup, hein, comme on venait d'en parler, du fait de passer pas très loin de prendre la tête, pas très loin d'un potentiel exploit. Sachant qu'en plus, le stade, parce que ça a été long quand même avant l'annulation de la VAR, le stade était en train de, vraiment, je l'ai trouvé d'entrer en fusion à ce moment-là. Moi, j'avais plus de voir, hein, perso, après le but refusé à Casimir. Donc déjà, tu as ça, tu as le contre-coup de dire, ah putain, on vient de passer à côté d'un truc qui aurait pu potentiellement être énorme. T'as sans doute la fatigue aussi, parce que mine de rien, ça reste le début de la saison, ça reste la reprise, faut aussi le temps de digérer la prépa physique. Et puis t'as aussi le fait que Luis Enrique, à un moment, il a décidé d'accélérer. Hein. Quand il fait rentrer Barcola, Dembélé, Marquinhos, bon, ouais, ça amène du quali sur le terrain. Et effectivement, quand le PSG a décidé d'accélérer dans les 10 dernières minutes, ils nous ont balancé déferlante sur déferlante et on n'a rien réussi à faire. Donc, je pense, voilà, c'est une combinaison d'un peu tout ça. Peut-être le contre-coup, effectivement, du 2-1 qu'on n'arrive pas, enfin, que la VAR nous refuse, mais tout à fait légitimement, hein, pour le coup, les images sont claires. Le fait, voilà, te dire que t'as peut-être aussi, quand tu rentres à 5-10 minutes de la fin face au triple champion en titre, envie de choper le point du match nul, qui serait quand même une très très bonne opération. Donc peut-être aussi qu'inconsciemment tu te dis que tu vas reculer et arrêter d'essayer d'être offensif. Je pense, voilà, c'est une combinaison d'un peu tout ça qui fait que du coup à un moment ça a craqué, et puis une fois que ça craque, après le PSG ils ont enfilé les buts comme des perles. Mention spéciale d'ailleurs à celui de Barcola où il était effarant de facilité. Moi j'étais très très bien placé sur le but de Barcola. Il faisait joujou avec notre défense, c'était impressionnant. Mais bref, voilà, le match a duré 10 minutes de trop, quoi, finalement. Ouais, du coup, score final 4-1 pour Paris, score très sévère que les observateurs jugeront comme étant normal pour le PSG. Mais Clément, en tant que supporter à vrai, on sort quand même de cette rencontre déçu tant il y avait moyen de faire quelque chose. Dessus, j'en sais rien. Tu sais, moi, au début avant le match, j'avais pronostiqué un 5-1 ou 6-1, je sais plus. Donc, sur le contenu, moi, je suis pas déçu. Sur le résultat, ouais, tu peux être. Après, honnêtement, je me voyais pas faire un nul ou gagner contre le PSG. Gagner contre le PSG, ça aurait été un mini hold-up quand même, hein, on va pas se mentir. Même si on a rivalisé pendant, on va dire, 60 minutes, 1 heure.
Derrière, quand il fait rentrer Barcola, Dembélé, tout ça, tu sens que t'as quand même une classe d'écart. Donc non, pas déçu du contenu, mais c'est vrai, un petit peu déçu du 4-1 parce que je pense que 2-1 pour le PSG et puis derrière tu verrouilles ou 3-1 à la limite, mais 4-1 c'est un peu lourd, quoi. JC, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre, hormis évidemment la défaite et le goal average qui va nous mettre un petit -3 dans les dents dès la première journée. Mais Ah oui, oui. est-ce Ça qu'elle en aussi, sait Ouais, sur ta calculette, ça va compter ça. ça va compter. Ça fait déjà un point en moins. Déjà, il y a Brest qui est encore en dessous. Là-dessus, on peut se Ouais. rassurer. Lyon, C'est ça. Lyon également. Enfin, bref, on n'est pas tout seul dans la galère. Non, c'est Sachant clair. que nous, on a joué Paris pour le coup. Enfin, bref, Marseille et Rennes, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que tu retiendrais toi de cette rencontre? Un élément, la défense plutôt inquiétante ou le renouveau de Casimir Voilà, dis-moi tout. Moi, je suis déjà porté un petit peu sur l'avenir, sur le match de Saint-Etienne. En fait, là, franchement, je suis ressorti tellement frustré. J'ai très mal dormi là cette nuit-là, que en fait, je suis resté un peu en boucle sur l'enchaînement des buts. Donc, toi, j'ai du mal en fait à analyser, me dire oui, effectivement, pendant, allez, on va dire 70 minutes, bah c'était correct, c'était cohérent. On a vu voilà une équipe avec un bon état d'esprit, avec une bonne agressivité. Mais c'est cette fin, j'ai du mal en fait, et ça s'additionne avec le match de Borum. Donc j'ai hâte de passer voilà au match de Saint-Etienne et repartir sur une bonne quelque chose de sympa quoi. D'ailleurs, j'espère que l'arbitre du match ce sera le Texier, qui nous a Ouais. quand même laissé un très bon souvenir du côté de Geoffroy Ouais. Guichard. Thomas, Ouais. toi, qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre? Dis-moi, est-ce que tu as quelque chose qui ressort Ouais, bah moi j'ai plutôt envie d'être positif parce que bon, prendre 4 buts contre Paris, on va pas être la seule équipe cette saison. Ils vont rouler sur la moitié des équipes du championnat, donc voilà. En plus c'est en ouverture, donc on n'est pas forcément rodé. Non, moi ce que j'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment une petite appréhension que j'avais avant le match, c'est l'état d'esprit de l'équipe. J'avais un peu peur qu'on ait perdu un petit peu, tu sais, la flamme qu'on avait sous Elsner, et je suis content de la retrouver. Je trouve que Didier Ligard a vraiment réussi à influer un petit peu. Pareil, une âme à ce groupe, une envie d'en découdre, même quand t'as quasiment aucune chance de t'en sortir. Hein. J'ai pas regardé les cotes avant le match, mais je pense qu'elle devait pas être très très folle en notre faveur. Et voilà, t'as un groupe. Bon, alors, le fait de prendre un but à la deuxième minute, voilà, on a mis un quart d'heure à rentrer dans le match clairement. Mais de la 15e à la 85e, au moment où on craque, je trouve qu'on a été très cohérent. On a été dans l'adversité, on a été bon. On n'a pas hésité à aller en contact, à essayer de faire du bon dressing, à jouer nos coups à fond aussi, hein, parce que mine de rien, même s'il y a 2 buts refusés, on a quand même planté 3 buts, ce qui est pas dégueulasse. Donc non, c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai envie de retenir, qui va être incroyablement important pour une équipe qui lutte contre le maintien, pour le maintien, pardon. Et voilà, moi j'étais content, voilà, de retrouver ce visage conquérant finalement. J'ai trouvé l'équipe assez conquérante, mine de rien. Ouais, merci beaucoup Thomas. Je partage ton optimisme pour le coup. C'est vrai qu'en sortir de la rencontre, on se dit, on n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin quand même de quelque chose, d'un hold-up comme dirait Clément. Et si on garde cet état d'esprit, etc., je pense qu'on peut quand même faire des choses intéressantes cette saison et on peut quand même espérer le maintien. Donc on verra effectivement à Saint-Etienne comment ça va se passer. Alors, durant cette rencontre, on va en parler quand même parce que voilà, depuis quelques jours, ça fait le tour des réseaux et puis là, qu'a communiqué tout à l'heure à ce sujet, il y a eu un incident durant la rencontre en tribune Cop O où un supporter parisien abonné au Stade Océane s'est fait frapper par des supporters à vrai alors qu'il célébrait un but du PSG. Gros débat, comme je disais, sur Twitter. Donc à la suite de tout ça, c'est un sujet délicat, mais j'aimerais, comme je vous l'ai dit, revenir dessus, messieurs. Thomas, t'étais au stade. Je pense que t'as rien vu de ce qui s'est passé. Du tout. Je sais que c'est compliqué de donner son avis, mais voilà, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Voilà, et je vous lirai éventuellement, si vous voulez, tout à l'heure le communiqué du hack. Ouais, bah moi mon avis il va aller un peu dans le sens du communiqué du hack, hein, c'est que bah il y a eu des crétins des deux côtés, donc forcément au moment quand les crétins se rencontrent dans un moment de tension, bah ça finit mal. Moi par exemple, comme je te dis, hein, en latéral j'étais vraiment entouré de Parisiens, mais je déconne pas, hein, j'ai vu pas mal de monde se lever sur les buts. Bah voilà, en tribune latérale ça pose pas de problème quoi. Je veux dire, moi j'étais un peu agacé de voir des gens célébrer mon équipe qui se prend des buts, mais je veux dire, je me suis pas levé pour la mettre des beignes. Voilà, par contre, à un moment, si tu as un tout petit peu de culture football, et le mec, a priori, est abonné, donc il est censé avoir un peu de culture football, tu sais très bien que tu vas pas au milieu du COP pour célébrer les buts de l'équipe adverse, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, donc je trouve ça débile. La réaction l'est encore plus, hein, de monter pour aller tabasser un mec, je trouve ça encore plus débile et franchement un peu lâche. Mais enfin, je veux dire, c'était pas la réunion des intellectuels, quoi.
Ouais, complètement. Je vous lis le communiqué du hack et puis après, je vous ferai agir Clément et JC. Comme une grande majorité de rencontres, le hack a communiqué en amont du match sur les comportements respectés dans les différentes tribunes via ses plateformes. Il a notamment été précisé que dans l'ensemble de la tribune COP et sur les virages adjacents, aucun signe distinctif ou comportement illustrant du soutien des spectateurs au club visiteur n'était autorisé, et ce afin de garantir un environnement serein au sein de la tribune la plus fervente du club. Je vous passe tout le détail sur ce qui s'est passé, etc. Le club condamne avec la plus grande fermeté des actes de violence autant que les comportements provocateurs susceptibles de les générer. Le stade d'Océane doit rester un lieu de fête et les matchs du hack doivent permettre de vivre des moments de partage et d'émotion pour toutes les générations. À noter qu'il y a une enquête qui est en cours, je crois, auprès de la police judiciaire. Clément, est-ce que tu souhaites t'exprimer à ce sujet ou pas? Bah, après, moi, tu sais, j'étais pas dans la tribune, donc je sais pas. Non, c'est vrai que c'est compliqué, effectivement. Ouais. Mais après, honnêtement, je suis un peu comme ce que disait Vivien là. Tu peux pas cautionner la violence. Le foot, normalement, c'est censé quand même être du sport. Le sport, t'as pas la place à la violence. Donc tout type de violence, même si le mec avait célébré au milieu du COP, je trouve ça complètement débile de le tabasser devant ses gamins, quoi. Voilà. Après, j'ai pas de. Bon, pour moi, il n'y a pas de circonstances atténuantes aggravantes. T'as pas à tabasser un mec parce qu'il a levé les bras parce que le PSG a marqué. Voilà, c'est tout. Ok. JC, merci Clément. JC, tu veux donner ton avis? Je pense Ouais, qu'on se rejoint tous à peu près là-dessus. Ouais, c'est désolant. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que ça fait déjà deux fois. Il y a déjà eu une fois avec Lens, là, encore à nouveau. Donc, des coups, c'est beaucoup trop grave. Et puis, genre, tu peux tuer une personne. Enfin, tu vois, ça peut monter crescendo. Donc, faut que ça s'arrête, quoi. Donc, après, j'ai vu qu'apparemment dans d'autres stades, ça se passe différemment, notamment à Monaco, où il y a presque une interdiction d'avoir un maillot extérieur, donc ils sont obligés de consigner les maillots, enfin des signes distinctifs d'autres clubs. Peut-être qu'il faut prendre des mesures un peu plus drastiques pour éviter ce genre de problème, parce que ouais, ça peut être très très grave. Ok, merci JC. Bah, on va conclure en tout cas sur cet épisode et puis on aura les résultats de l'enquête plus tard par la police judiciaire. Avant de passer à la deuxième partie, je vous ai concocté un petit quiz. On va le faire à la mi-temps si ça vous dit. Qui est chaud pour le faire? S'il y a quelqu'un dans l'assistance éventuellement qui veut participer au quiz, n'hésitez pas. C'est un quiz, on va dire spécial Hack Saint-Étienne. Donc voilà, je vous donne le thème. Bah les gars, si vous êtes là, si vous voulez participer, dites-moi qui est chaud. Ouais, vas-y, moi, on va, je vais participer. Clément, t'es chaud? Ouais. Ok, ça marche. Et qui veut affronter Clément? Attention, Clément, il est chaud. Thomas? Thomas, j'ai eu un pouce. Ou JC. On a entendu, il avait. T'as mis un pouce, t'es foutu là. Bah, j'ai mis un pouce pour dire bravo Clément d'y aller et de porter fièrement ton courage. JC, je crois que ça fait longtemps que t'as pas participé à un quiz, mon JC. Ouais, c'est vrai, c'est bien possible. C'est bien possible. Et bah écoute, plaisir, vas-y. Clément JC, puis on verra pour les prochains Space. Qui je vais faire celui-là parce qu'il il est fort mon petit Clément, donc je vais faire le premier. On va commencer par JC. Ok. JC, première question. Le dernier match entre le Hack et Saint-Étienne a eu lieu le 18 mars 2023 en Ligue 2. Quel était le score final? 2 buts partout. Bonne réponse. D'ailleurs, j'avais la haine ce match-là. Putain, on aurait eu gagné. Ouais, on est 2-0. Complètement, ouais. Le calque est exclu. Ouais. C'est le calque qui est exclu. Je sais plus. Mais en tout cas, il y avait 2-0. Ouais. C'est parfait. Alors, lors de ce même match, Clément, cite-moi un des deux buteurs à vrai. Lors du... Ah, putain, 2-2. Alors, en plus, le pire, c'est que l'égalisation de Saint-Etienne, c'était comment il s'appelle? Le Black, là, j'oublie son nom. C'est Crasso. Wadji a marqué pour Saint-Etienne, alors pour le Havre. C'est Crasso qui marque le deuxième but. Hein. Ah, c'est pas Wadji. Clément, je peux t'aider. Attends, le premier, laisse-moi remémorer. Un des deux. Je vais te dire une connerie. Je me demande s'il n'y a pas eu un penalty local. Si je prends un risque. Ouais. Allez, bingo, Victor Local. Ouais, penalty Victor Local. Bravo Clément. Bravo Clément, c'était pas facile. Et le deuxième? Le deuxième, il est plus chez nous. Il est parti à l'intersaison l'année dernière. C'est Nabil Alioui. Ah ouais. JC, pardon. Deuxième question. Ouais. C'est plus compliqué.
Ça n'a rien à voir avec Saint-Etienne en plus, là, pour le coup. Ah bon, d'accord. Cite-moi, si tu peux, 5 des meilleurs buteurs de l'histoire du hack. Il y a pas de- Le Sage, Caveglia, Crimo, Je l'ai pas. Waro, Ouais, Waro peut-être, non? ouais, ouais. Des buteurs, waouh. Olarevic. Je l'ai pas dans les... C'est les 10 meilleurs buteurs que j'ai là, hein, pour le coup. Ah. C'est pas Olarevic? Non, il est pas dedans. Non, là, je sais pas trop. Là. Prière ou... Allez, je te... Prière Ouais. ou Non. Non plus. Non, Je vais non. donner un... Ah. Attends, je te donne un indice. C'était le compère d'attaque de Jean-Michel Lesage à un moment. Ah. Ah, Traoré. Candidat Traoré, et puis... Ah ouais. Ouais. Oh. Et Il n'y a pas Deux- Olarevic, parce qu'Olarevic, non, je pensais. Mm. en tout cas, pas sur le site. C'est vrai que niveau stats sur le hack, j'ai du mal à trouver des trucs fiables, hein, quand même. Là, et puis dernier indice, allez, je t'en donne un autre parce que c'est vrai que c'est pas simple. C'est un joueur qui a passé beaucoup d'années au hack et qui est parti à QRM. Bonnet alors. Voilà, Alexandre Bonnet. Ah ouais. Mm. D'accord. Je Je suis sais pas. surpris pour Traoré. Parce qu'il a fait que 2 ans chez nous. Ouais, bah écoute, je l'ai dans les meilleurs Ouais. buteurs. Et puis tu prends ou tu prends pas. Écoute, on verra. Bah je prends. Écoute, Clément, je te propose d'ouvrir Ok. un site de statistiques sur le hack plus fiable que ce que je trouve jusque-là. Non, mais je sais pas, peut-être que j'en sais rien. Je dis Olarevic parce Mm. qu'il a marqué pas mal de buts, peut-être que il est pas dans les tops. Peut-être que si, tu sais. Enfin, bref, c'est une petite question. Tiens, bah, Clément, garde la main. Cite-moi 5 des joueurs les plus capés avec le hack. En numéro 1, c'est Bonnet, 400 aidés, je sais plus. Ouais. Après, tu dois avoir Le Sage. Le Sage. Pourquoi je l'ai pas noté? Je crois qu'il était dedans en plus. Ouais. Oui. Oui, tu as Le Sage dedans. Bonnet, Le Sage. Après, je me demande s'il t'as pas Jérémy Hénin aussi. Oui. D'accord. Ça fait 3. Il en faut 4, c'est ça, tu m'as dit? 5. 5. Wenzel. Ouais, c'était le 10e, ouais. Et un 5e. Un indice. Il avait le totem d'immunité avec Paul Le Guen. Ah, bah Fontaine. Tu vas à Fontaine aussi. Et le cas doit être dedans aussi, non? Je l'ai pas. J'ai Jean-Pascal Fontaine, j'ai Jean-Pierre Delaunay, André Ah, Biel, Ouais, Delaunay. Christian Villeneuve, Jamel Aïd-Benidir Ouais. et Christophe Revaux. Ah, ouais, c'est ça. Ah, il n'y a pas Thierry Venard dedans. Non, je l'ai pas. Bon, après, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Ok. En tout cas, 2 Non, points chacun, les gars. Alors, JC, qui est le plus jeune buteur du hack? Ah, ça, je sais. De l'histoire du hack. Ouais, Mais t'as trouvé les infos où sur un. je sais même plus. Parce que- J'ai fermé la page. Il va me trouver n'importe qui. Je sais. Xavier Gravelaine. Je, Non, non. je vais tenter Cinéma Pongol. Ah T'es pas loin, hein. Non, c'est le Talek. Ah Non, 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 non. Non, Non, je sais je pas. pense que Sinapongol, ça va être le deuxième, je crois. j'ai le Il a Talek, marqué à ouais. 10. Ah non, Oh, c'est pas le Talek. C'est pas le Talek. C'est vrai? Ah, je te jure, c'est Mathias Lepilé contre Guingamp. Écoute, je verrai. Là, je suis à Ah, 17 te ans et jure, 17 jours. Ah bah, il a marqué à 16 ans aidé Lepilé. Bon, bah écoute, je l'accorde, je mets rien du tout pour le coup. Et, Je suis sûr de moi. et qui est le plus jeune joueur, Clément, ayant joué au hack? Alors là, par contre, le plus jeune joueur. T'en as parlé en plus. C'est lui? Bah oui, Bah, c'est le plus jeune buteur aussi, alors. D'accord, ouais. Bah, c'est ça. 16 ans et 5 mois pour Mathias Lepiller. D'accord, ouais. Ouais, bah, Parce il a que du dû coup, marquer. s'il a marqué, ouais. Je en Ouais. vérifierai ça. Mais il faut vraiment que quelqu'un crée un site sur les stats, là, parce que je vais en parler tout à l'heure, parce que Saint-Etienne, il y a un site qui s'appelle assestat.com qui est hyper complet et qui m'a Ouais. permis de faire les 2 dernières questions. JC, d'ailleurs, c'est à toi. Est-ce que Ok. tu es prêt? Oui. Si je te dis Le Havre, Liverpool, Blackburn, Recreativo Huelva, Atlético Madrid, Sporting Portugal, Real Saragosse, Saint-Étienne, Rostov, Chicago Fire, Lausanne Sport, Dundee United, Chainat Hornbill et la JS Saint-Pierroise, si tu me réponds. Vas-y. Bah, Cinéma Pongol. Ouais. Le Xavier Gravelaine des temps modernes, Florence Cinema Pongol.
Parfait. Clément, si je te dis Le Havre, Saint-Étienne, Middlesbrough et l'AEK Athènes. Le Havre, Saint-Etienne, Middlesbrough, l'AEK Athènes. Le Havre, Saint-Etienne, Middlesbrough. Putain, il n'y en a pas beaucoup de Havre Ah, que de je l'ai. Middlesbrough. Je pense. L'AEK Athènes, mais c'est un plus vieux alors, c'est pas un. Ah non, c'est pas un- non. Pas un plus vieux. Ah, mais c'est ça, oui, excuse-moi, bien sûr. Comment il s'appelle, putain de. Putain, j'ai Kameni, mais c'est pas Kameni. Le défenseur, Moukoudi. Ouais. C'est ça, Ah, ouais, non, mais j'y étais pas. Harold C'est- Moukoudi. Ah, je sais pas, oui, mais Middlesbrough, c'est ça qui m'a dû en erreur, chercher des gens de Middlesbrough. Ah, je crois qu'il est pas allé longtemps. Il me semble qu'il a été Oui, c'est pour prêté. ça. Mais l'AEK Ah. Athènes, en fait, ouais, ok, c'est ça, c'est marrant. Allez, la dernière question pour JC. Si je te dis Le Havre, Saint-Étienne, Espanyol de Barcelone, Malaga, Fenerbahçe, l'AS Arta Solar, Santa Coloma et Antequera. Il y a un piège. Je dirais Kameni. Bien vu. J'ai donné la réponse juste avant, en plus. Hein. C'est un piège parce qu'il a pas disputé la moins de minutes avec Saint-Étienne pour le coup. Et Clément pour la dernière. Ouais. Clément pour la dernière. Avec lui, il avait fait qu'un match. donc voilà. Il joue beaucoup, ouais. Fontainebleau, 3, Putain. Metz, Saint-Étienne, le Matra Racing, Quimper et Le Havre. Alors là, déjà pour le mettre à Racing, c'est un joueur qui doit avoir 55 ans maintenant, 65 ans, non Quimper, hein, putain, mais c'est quand Quimper était en Ligue 2, ça sûrement dans les années 80. Attends, mais en plus, il a 90, commencé à ouais. Fontainebleau, s'il te plaît. Donc c'est un mec qui a fini au Havre après Quimper, je sais pas. Bah, ouais, Fontainebleau, 3, Metz, Saint-Étienne, Matra Racing, Quimper, Le Havre. Et qui a... Ouais, c'est un joueur des années 90. Tiens, il y a Gilles qui demande à intervenir. Je pense que Gilles a la réponse. Vas-y, donne-lui. Je fais rentrer le joker du public. Bonsoir Gilles, donne la réponse, vas-y. Bonsoir Gilles. Bien joué Gilles. Bravo. Ça, j'aurais pu trouver, Philippe. Bon, pour le coup, avec mes stats foireuses, j'ai pas envie d'attribuer un vainqueur sur ce quiz, donc on va partir sur une petite école des fans. Tout le monde a 10, bravo les gars. J'espère que je vous aurai rien appris, puisqu'a priori, il n'y a aucune info qui est bonne. Bref. Si. Après, peut-être que je me gourre pour Mathias Lepilé, mais je suis persuadé que c'est lui le plus jeune buteur. Mais Gilles, t'en penses quoi, toi? En buteur, oui, et comme j'avais mis, si Jean-Pierre Louvel avait été un peu plus clairvoyant, c'est Pogba, par contre, qui aurait été sûrement le plus jeune joueur. Même s'il a vérifié, parce que Digard, il a commencé... Pardon, j'ai ripé, j'ai coupé les micros, pardon. Gilles, excuse-moi. à vérifier avec Didier, par contre, parce qu'il a commencé aussi, il a commencé très jeune. Je pense pas qu'en pro, ça soit le plus jeune. Par contre, plus jeune capitaine de la réserve, ça c'est Digard. Là, il y a pas de doute, pas de doute possible. Et Mathias Lepilé, je suis en train de voir ça. Bah tu vois, je vois qu'il a marqué 0 but, moi sur Wikipédia. Il a marqué contre Guingamp. Même j'étais au stade à ce match-là. Il marque sur un centre de je sais plus qui là. Non, c'est pas, je sais plus qui marque, qui centre. Alors attends. On va passer la soirée dessus et puis voilà. Tu vois, la deuxième partie de l'émission, on va la faire juste là-dessus. C'est parfait. Non, je vois pas. Alors, le meilleur buteur de l'histoire du Jacques Jansonnier, non. Je suis quasiment, peut-être qu'on se confond. Attends, je suis quasiment sûr qu'il. Écoute, tu vas chercher ça pour le reste de l'émission. Ouais. Ça marche? On passe à la deuxième partie, tranquillement. Bon, la deuxième partie va être forcément plus courte, tant l'actualité des Célémarines est assez pauvre en ce moment, mais il y a quelques axes de discussion sympas, avec au premier rang desquels, évidemment, le nouveau maillot du Hack, comme l'année dernière. Messieurs, comment vous le trouvez, ce maillot 2024-2025? Thomas? Eh ben, gros coup de cœur encore, hein, déjà, j'aime beaucoup celui de l'an dernier. Et j'aime beaucoup, ça respecte les couleurs, t'as quand même une petite touche avec le motif qui est sympa. De toute façon, hein, Joma, ils font du travail très très propre hein, depuis qu'ils sont notre équipementier. Et ça se confirme, voilà. C'est peut-être pas le plus beau qu'on ait eu, mais voilà. On a quand même eu des années très très glauques niveau maillot avec Nike, avec Adidas sur la fin, même avec Ernest un petit peu. Voilà, là tu sais que tous les ans tu auras un maillot sympa, voire très sympa, et celui-là je le trouve vraiment très sympa le domicile. Extérieur, je suis moins fan, mais voilà, il est pas non plus. De toute façon, c'est dur de rendre une feuille blanche kiffante, hein, donc voilà, sur l'extérieur, tu peux pas faire grand-chose non plus du moment où tu choisis de faire un maillot blanc. Donc voilà,
sans plus pour l'extérieur, mais vrai beaucoup de cœur pour le domicile, pour le coup. JC, dis-moi que t'aimes le maillot extérieur autant que moi. On le verra porter pour l'instant. C'est vrai qu'on l'a juste vu comme ça sur un bus, donc je sais pas. Franchement, je pense pas que je vais l'acheter, hein, clairement, mais à la limite, oui, le côté la bande verticale, ouais, de côté, pourquoi pas, mais avec peut-être une couleur un peu plus vive. Là, c'est un peu marine foncée. Bon, après, peu importe. Par rapport au maillot de domicile, on voit une petite différence par rapport sur les saisons dernières, c'est le dos qui est non pas en ciel mais en marine, et puis le col qui est devenu un col rond. Ça reste très classique, hein. On va pas se mentir, mais de toute façon, du moment que c'est le plus beau, bah voilà, hein, c'est c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce maillot-là. Donc toujours c'est les marines. Bon, Gilles, je sais que tu es expert en droit télé, mais tu as un petit côté aussi expert en mode. Comment tu le trouves, toi, ce maillot? Alors, je vais pas jouer à la Fashion Police parce que honnêtement, j'en ai mais vraiment rien à faire. C'est vraiment pas mon... J'en ai vraiment rien à faire. J'en ai vraiment rien à faire. Comme je disais sur les trucs, bah, les ciels et les marines, ils coûtent presque 100 balles. Je vais floquer DAZN dans le dos. Comme ça, qu'il peut me faire avoir autant que ce soit complet. J'avoue, j'avais vu ton tweet, c'était magnifique. Bon, Gilles, on va passer, je te rappellerai tout à l'heure pour les droits télé, on va faire un petit encart. Je vais faire la sieste. Bisous, les gars. Clément, t'en as rien à faire du maillot, toi, ou tu vas l'acheter cette année? Non, bah, tu sais, je n'achète pas beaucoup de maillots, j'ai pas d'argent, donc non, mais je suis non, du moment qu'il respecte les couleurs, moi je suis content sur le maillot. Après pour Mathias, je pense que tu as raison, je me plante, je confonds avec un autre joueur, je pense. Mais non, je vois pas sur Transfermarkt, il a pas marqué avec le Havre, et pourtant je suis persuadé d'avoir vu le but, mais peut-être que je me plante avec un autre joueur. Ben, faudrait que tu là, retrouves je l'avais tellement quel joueur contre Tu l'avais Guingamp. trop marqué à la KV, c'est pour ça, Clément, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Tu te rappelles de l'année ou pas? Ça fait bien 20 ans, mon pauvre, le pilet. T'es jeune, Clément, tu es jeune. Moi, je devais avoir 2004, ça me faisait 14 ans. Pas si jeune que ça. C'est vrai, mais t'es pas aussi vieux Non, que nous. le maillot, non, je suis là, le maillot de l'an dernier cette année, je trouve qu'il est sympa quand même. Avec les petites écailles, je sais plus qui a remarqué le détail sur le bleu, là, les petites écailles qui rappellent la salamandre. Je trouve ça assez sympa. Je crois que c'est Romain qui s'est foutu de ma gueule par rapport au maillot extérieur, mon amour du maillot extérieur qui rappelle les Bordelais, le maillot de Bordeaux en hommage à ce club qui est en train de disparaître. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup le maillot extérieur. C'est bien la première année que j'aime autant un maillot extérieur. Donc, vous voyez, je suis à contre-courant pour une fois des autres. Mais comme d'hab, ouais, Joma fait un super taf et respecte l'identité du club et ça fait vraiment plaisir parce que il y a des clubs qui sont marchés dessus, notamment de l'autre côté de l'eau. Leur maillot domicile est quand même bien dégueulasse. Bref. Ensuite, autre actu, nous avons appris que Jérély, l'attaché de presse du HAC et animateur de l'émission J-2, allait succéder à Francis en tant que speaker du stade. Une très bonne nouvelle, Thomas, toi qui as eu la chance de pouvoir être au stade à chaque fois. Pas à chaque fois, mais j'essaie d'y aller régulièrement. Ouais, non, bah, c'est le successeur logique. Il avait déjà fait l'intérim sur le dernier ou les deux derniers matchs, je sais plus, après l'accident de Francis. Il fait du bon, voire même du très bon taf, je trouve. Il arrive à bien ambiancer. Toutes ses annonces sont propres, donc non, c'est logique, c'est cohérent, et je trouve honnêtement que c'est un beau successeur à Francis pour le coup. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Quelqu'un de l'équipe veut parler de Jérély, de la succession? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était le successeur parfait pour Francis. En parlant de ça, je sais pas si vous avez vu les images de DAZN où Paul de Saint-Cernin, je mets des grosses guillemets, l'humoriste, est allé emmerder Jérély pendant l'annonce des noms des joueurs sur la pelouse. Alors comme le disait Pierre Pissavi, ils sont potes, ils se connaissent, mais je trouve que c'était complètement malaisant. Et j'aimerais juste ouvrir la parenthèse droit télé. Gilles, t'avais des choses à dire, je crois, sur DAZN, etc. Ce soir, il me semble. Je crois qu'on a oublié, on n'a pas rendu les sondages et déjà qu'on se pose la question, est-ce que hormis le représentant de la maison de retraite des Glaïeuls qui a annoncé qu'il s'était abonné, est-ce que parmi vous, il y a juste quelqu'un qui s'est abonné à DAZN? Nous, on connaît quelqu'un qui s'est abonné à DAZN. On dira pas qui.
Pas encore. Eh ben, il a Encore. parlé de Vivien, je pense que Clément, tu parles, ouais, est-ce qu'il parlait du résident de l'EHPAD, mais c'est Vivien, ouais. Je lui ai dit Ah, que c'est lui, j'avais pas. je lui ai dit que cette saison, j'allais arrêter de le bâcher par rapport à son âge. Je vais essayer. Donc là, je laisse Gilles le faire, tu vois, Bah, Ah, voilà, je les peux, autres moi je ont le suis droit de le loin, faire. c'est pour ça. bah, là, je suis ouf, remarque, il est pas loin de moi maintenant. Donc, non, Il va- perso, non, je suis pas abonné à DAZN, pour le coup, ouais. Non, Donc non, voilà. 40 balles, c'est mort. Parce que moi, j'aurais plutôt pris sans engagement. 40 balles, c'est mort. 30 balles avec engagement. Et en plus, c'est sur 12 mois, c'est même pas sur 10. C'est mort de chez mort. Putain, les gars, l'an dernier, j'ai payé 90 balles avec Amazon Prime pour la saison. Et Amazon, dès l'intersaison, hop, tu reçois un petit mail, vous serez pas prélevé de telle date Bah à telle oui. date parce qu'il y a pas de match. Non, mais nickel chrome. Et puis, la couverture des matchs, C'était j'ai très trouvé bien. C'était un très bon boulot. impeccable. T'avais le Impeccable. multiplex de la Ligue 2 avec, en plus. Ah, moi, je prenais un kiff énorme à regarder le multiplex de la Ligue 2. Le Et samedi je- soir. Bah ouais. Bah, en plus, ouais, bah, ça venait au milieu, en plus, c'était nickel, tu vois. T'avais tes débuts de journée de Ligue 1, t'enchaînais sur la Ligue 2, tu te tapais le multiplex, tu revenais sur la Ligue 1. Enfin, vraiment, voilà, il me manque Amazon Prime, mais Dazen, non, c'est mort. Autant pour leurs tarifs, qui sont carrément prohibitifs. Enfin, je veux dire, à un moment, les mecs, ils ont pas dû comprendre qu'on a un léger problème de pouvoir d'achat en France. Autant pour leur travail, parce qu'en plus, là, pour le coup, ils font vraiment. J'ai pas regardé le détail, mais je sais qu'il y a des matchs où t'as même pas de commentateur en cabine, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un moment, c'est du foutage de gueule. Enfin, dire Bah, frérot. ça va être les matchs principalement que nous on va faire parce que En plus, Oui. ouais. sur Oui. la couverture minimale dont tu parles, c'est en fait, ça va être les matchs du dimanche 17h, donc c'est l'ex-multiplex du dimanche 15h qu'il y avait sur Amazon. Et là, pour la couverture de ce match-là actuellement, bah, ça sera un journaliste en cabine à Paris, c'est-à-dire il sera même pas en haut du stade, il sera en cabine à Paris, Ouais. et il y aura un journaliste bord terrain, peut-être un caméraman pour faire les interviews de bord terrain, et encore ça je ne sais pas parce que j'ai pas suivi l'affaire, mais effectivement on sent bien que DAZN c'est une production low cost de chez low cost, hein. Il y a des images qui tournent en ce moment où on voit Julien Brun qui est en train de se maquiller tout seul en haut du stade Océane Ah, pour j'ai la pas vu première ça, de la ouais. saison. Ça fait Non, mais ça c'est fait c'est drôle quand même. production low cost, alors qu'ils te mettent un tarif XXL. À un moment, les gars, il y a un écart dans votre cerveau, quoi. Il y a une dichotomie, là, il faut régler le problème, hein. Disons que Parce que si tu fais une production low cost, mais que tu vends ça, les 10-15 balles par mois, limite, les gens, ils vont comprendre. Mais 40 balles par mois, sérieux. Bah, le problème que tu as, c'est surtout que tu veux valoriser un produit, et j'ai encore, comme je disais, il n'y a que dans le jeu vidéo où on a fini par faire accepter au consommateur le fait qu'il doit payer plus cher un produit dégradé en télévision. Là, effectivement, tu fais le comparatif de ce que tu avais avec Amazon. Amazon, la couverture minimale que tu avais l'année dernière, c'est un journaliste en haut, un consultant avec lui qui faisait en haut le match et en bas le bord terrain, et un journaliste bord terrain, et en plus, des fois, tu avais encore une intervieweuse ou un intervieweur pour les interviews qui étaient bord terrain plus coursive. Donc à minimum, tu avais 4 à 5 personnes par match. Là, techniquement, tu pourrais potentiellement n'en avoir qu'un. Donc retrouver un peu ce que tu avais en Ligue 2 multi, mais il y a longtemps. Donc et tout ça pour un tarif qui est 2 à 3 fois plus élevé. Moi, je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé une solution légale qui pour 1 an me permet d'avoir le foot plus la Formule 1, et tout ça pour pour le prix un prix inférieur à un mois d'abonnement à DAZN. C'est voilà, on fait comme on peut, et j'ai dit je ne voulais pas de toute façon aller dans une solution illégale, donc moi j'ai même pas eu besoin d'aller dans l'illégalité. Je suis dans la légalité en faisant ce que je fais. Tu passeras en MP après, là. Oui, de toute façon, je vais pas le diffuser, mais à ceux qui le veulent, il y a aucun souci. Je dirais juste que simplement, assurez-vous d'avoir un VPN qui fait Mexique et Brésil, et avec ça, normalement, vous devriez pouvoir vous débrouiller, et normalement, vous devriez avoir la Belgique pour regarder la Formule 1 avec. Bon, bah écoutez, les DM de Gilles sont ouverts après l'émission, et puis on pourra vous raconter tout ça. Et puis, Mes VPN dans mon profil, les gars. ah ouais, eh ben nickel, impeccable. Voilà, une petite pub. On en parlait de ça, de DAZN. Gilles, tu leur donnes combien de mois? Je parlais en termes d'années lors du dernier space. Mais combien de mois tu leur donnes avant de mettre la clé sous la porte? Parce que là, ils vont pas tenir. Là. Moi, je maintiens ce que j'ai dit, quand on a fait l'épisode de reprise. En janvier, ça s'arrête. Si il y a une logique économique dans ce qu'ils font, en janvier ça s'arrête même peut-être avant. Et grand mouvement, il y a de toute façon la réponse de toute façon elle est à la Ligue.
Et le problème, c'est que en termes de la Ligue est phagocytée par beIN et le Qatar, parce que c'est la première fois en fait, c'est qu'on a dans le contrat de droit télé, tout n'est pas du droit, il y a du sponsoring aussi. C'est-à-dire que il y a une partie de droit qui part en sponsoring pour le Qatar. Si je vous dis que les droits télé sont soumis à la loi Buffet, mais pas le sponsoring, est-ce que vous me croyez? Bah si, on en est peut-être à ce niveau-là. Et potentiellement, il pourrait aussi y avoir, vu que les clubs ont du mal à boucler les fins de mois, des transferts vers le Qatar ou des prêts de joueurs à des tarifs négociés qui pourraient peut-être permettre de calmer un peu certains dirigeants qui seraient peut-être tentés de changer de direction à la ligue professionnelle, parce que va peut-être il y a une élection prochainement et il serait pas impossible que par de petits arrangements on se rende compte que Vincent Labrune c'est peut-être pas si mal pour des prévisants qui auraient quelques velléités de changement. Mais bon, ça, je vous laisse regarder les vidéos de Romain Molina et aller voir quelques vidéos de RMC qui, pour le coup, a bien fait son travail pour une fois. Vous verrez, c'est magnifique, c'est un panier de crame, mais vu que tout le monde s'entend très bien, il n'y a pas de raison que ça continue, même si on va direction un mur en béton armé. Ouais, donc dans l'épisode de Magouille et compagnie, on peut aussi parler de la Ligue 2 et de beIN Sport qui, 2 semaines, je crois que 2 semaines avant la reprise de championnat, a demandé à décaler les matchs du vendredi, qui a priori été accepté par les présidents de club. Je trouve ça assez hallucinant, surtout quand on voit les communiqués de certains clubs, on se demande qui a décidé. Et voilà, je suis sur le cul. Donc voilà, les pauvres supporters de Ligue 2 qui s'étaient abonnés pour aller voir leur équipe favorite au stade, se retrouvent lésés, sont obligés de revendre leur abonnement, en tout cas de se faire rembourser. Enfin, c'est scandaleux. En tout cas, nous de toute l'équipe, on soutient évidemment les supporters des clubs de Ligue 2. Le foot, c'est le week-end, pas le vendredi. Donc voilà, faut qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule et de nous prendre pour des pigeons. Pour les 2 gros matchs importants de la Ligue 2, d'ailleurs, il y a eu des belles actions qui ont été faites. À quand on a vu que le MNK a fait cop vide, sachant que Olaf estime à peu près 600 personnes en demande de remboursement. 600 sur 10 000, ça commence à faire beaucoup. Et à Metz, ce soir, c'est simple, le match, il a duré 2 minutes avant de se faire arrêter une première fois, parce que ils ont joué au tennis. Ils ont joué au tennis. Ils ont balancé des balles de tennis et ils ont fait arrêter le match au bout de 2 minutes. Donc, c'est joli, c'est bien. Thomas, tu voulais intervenir Ouais, j'allais reprendre un peu ce que disait Gilles. Ouais, effectivement, je crois que là, ils se rendent pas compte de la fronde, tout le panier de crabes, comme tu dis, certains présidents, même si il y en a aussi qui essayent de résister, et puis toute la clique autour de Labrune, beIN Sport, Nasser, tout ça. Je crois que là, ils sont pas en train de se rendre compte de ce qu'ils sont en train de lancer, parce que effectivement, tu as eu aussi à Caen les fumigènes balancés par parachute sur le terrain. Mais non, mais ça reprend l'exemple allemand. Je sais pas si vous avez suivi ça l'été dernier, où justement il y avait des soucis l'été dernier, c'était l'hiver dernier. Il y avait eu une énorme contestation en Allemagne. Ils ont réussi à faire plier la ligue. C'était sur des contrats de sponsoring, des trucs comme ça. Et ils ont donné beaucoup d'idées, je pense, aux supporters français. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la solidarité sur tous les terrains. En Ligue 1, on a eu une banderole commune entre le parquage parisien et le COP Havrais. J'ai vu ça dans beaucoup de stades de Ligue 1. J'ai vu ça aussi en national. Évidemment en Ligue 2, parce que c'est les premiers touchés sur le décalage au vendredi. Surtout 2 semaines avant, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde a déjà pris son abonnement. Voilà, moi, honnêtement, ça réveille mon petit côté révolutionnaire et j'ai envie de dire, voilà, tous ceux qui organisent des actions, franchement, lâchez pas. Faites-les chier jusqu'au bout parce qu'eux, ils nous font chier sans réfléchir, sans sourciller. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit tout le temps les mêmes qui morflent. Donc, les balles de tennis, les actions non violentes, bien évidemment. Mais non, il y a un moment, voilà, quoi. Il faut que ça s'organise et faut qu'on fasse comprendre que le foot, c'est ceux qui aiment le foot, c'est ceux qui vont dans les terrains, c'est ceux qui suivent, c'est ceux qui vivent leur passion à fond. C'est pas les mecs dans des bureaux à Paris qui décident de diffuser ça n'importe comment. C'est ça, sans spectateurs, il n'y a pas de foot. C'est simple. C'est sans nous, sans tous les supporters, il y a pas de foot. Donc voilà, il faut à un moment qu'ils arrivent, que quelqu'un leur mette un coup de pied au cul ou une bonne gifle et qui réalisent, qui font des conneries, qui nous respectent pas et qu'il faut revenir à des choses plus sérieuses quand même. Voilà, je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer à ce sujet-là, mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour et vous aurez compris en tout cas le fond de notre pensée. Autre sujet un petit peu plus en rapport avec le hack, le mercato. Clément, j'ai une question toute simple. Est-ce que tu as définitivement dit adieu à ta liste de joueurs potentiels pour le hack, ou est-ce que tu gardes espoir qu'on pourra recruter cet été?
Non, bah, là, c'est mort. Après, si, bah, faut voir avec les départs qu'on va avoir, mais faut pas s'attendre à qu'on débourse des milliers des cents. Là, je pense que ça sera du transfert libre ou des joueurs en fin de contrat ou des joueurs qui payent pas grand-chose. Déjà, si on arrive honnêtement, après, vu l'équipe, on n'a pas besoin de grand-chose. C'est sûr que si Youté part, bah, il faut un défenseur central, je pense. En fonction des départs et devant, limite un numéro 9 et puis déjà avec 2 joueurs comme ça, voilà, je pense qu'on aura fait le tour, quoi. Vu qu'il y a pas grand monde qui est parti, il y a pas forcément besoin d'avoir de grosses recrues. Juste à mon avis un numéro 9, si Ayou aussi peut venir, pour nous aider dans le secteur offensif, ce sera super. Mais ouais, non, je m'attends pas à grand-chose sur le plan du mercato. Merci Clément. Gilles, tu voulais intervenir au sujet du mercato? Vous avez peut-être des questions à Clément, parce que est-ce que tu penses que le mercato devrait pas justement aussi commencer à s'exciter par rapport aux joueurs qui sont en fin de contrat à la fin de l'année, genre Opéry, Targaline, parce que c'est le seul moyen peut-être de faire encore un billet et que de eux aussi vont dépendre les transferts. Bah ouais, mais le problème c'est que là, le Havre, le Havre est au pied du mur. Les clubs allemands et anglais, ils sont pas cons. Ils voient que le football français est dans la merde. Donc, ils vont attendre le dernier moment s'il peut avoir le joueur au rabais. Et puis, si vraiment le hack est fermé parce que le transfert, c'est du grand n'importe quoi et ils font les soldes, bah, le hack sera obligé d'attendre. Et puis, il partira pour zéro. Parce que normalement, je pense que vu qu'ils ont plus de 22-23 ans, ils peuvent signer libre dès janvier prochain. Si le mec veut signer en Espagne ou en Allemagne, il peut signer libre dès le 1er janvier prochain et il finit la saison au WAC et puis il Je crois que c'est même dès qu'ils sont pros. Alors, là, c'est une bonne question. Je me demande si c'est pas 21 ans, mais après, je pense qu'il y a des spécificités de pays. Il faudra voir ça. Mais je crois qu'en Angleterre, par exemple, t'as pas le droit. Mais par contre, tu peux signer, par exemple, en Allemagne ou en Espagne dès À tes 21 l'étranger, ans. ouais. À À l'étranger, ouais. ouais, bien sûr. Pas en France. Mais pas dans le Non, pays. pas en France. Ouais. Il y a juste une question quand même qui m'interroge sur le mercato, je ne sais pas plus si j'en avais déjà parlé, c'est le fait qu'Etienne Youté, dans la situation dans laquelle il est refusé Hoffenheim en Allemagne. Là, va falloir qu'on m'explique, parce que dans le genre de club relais progression, je vois vraiment pas pourquoi il aurait dit non. Après, je sais pas, ouais. est-ce qu'il est titulaire là-bas aussi? Est-ce qu'il partait titulaire? Tu sais pas, t'as les garanties de jeu aussi. C'est-à-dire que le gars lui dit, bah écoute, tu vas d'abord faire tes preuves et puis après on verra. Peut-être que lui aussi, là, il veut être titulaire directement, hein, j'en sais rien. Là, apparemment, il y a Trabzonspor qui est venu aux nouvelles. Après, j'imagine mal le joueur signé à Trabzonspor si t'as refusé Offenheim. Mais bon, on sait jamais. Hein. S'il n'y a pas un pont d'or, je vois pas pourquoi. Ouais. Mais je pense que Youté, bon déjà, Bodmer avait l'air de dire, je crois que c'était une interview de Bodmer, que globalement il y a un entourage assez conséquent. Alors je dis pas que forcément que c'est un entourage nocif, mais du coup, pour se mettre d'accord, bah c'est pas forcément évident. Et je pense que lui, il a plus envie de première ligue ou s'il va ailleurs, de viser le haut du tableau, à mon avis. Parce qu'Offenheim, on est d'accord que ouais, ça aurait été un très très bon tremplin pour lui. En plus, si je dis pas de bêtises, ils sont en Europa League cette saison, donc il aurait pu se montrer encore plus. Donc ouais, c'est un peu bizarre qu'il ait refusé, mais voilà. Après, pour parler plus largement du mercato, nous on va rentrer dans une phase qui est vachement délicate. C'est que même si tu commences à avoir des bonnes offres, parce qu'il y a quand même des clubs qui vont bouger sur la fin, enfin notamment nos défenseurs, ils valent quand même un petit peu. C'est est-ce que tu prends le risque de vendre? C'est-à-dire, est-ce qu'avec l'argent que tu récupères, tu as le temps de compenser le poste, éventuellement de trouver un numéro 9, parce qu'on parlait d'un numéro 9, ça me paraît évident. Il reste pas tant de temps que ça, hein, donc si tu vends aller à 5-10 jours de la fin du mercato, derrière, faut être au charbon, quoi. Ah, mais Bodmer a déjà les joueurs. Hein. Bodmer, il a dit qu'il avait les joueurs. Il a Ça juste m'étonnera pas il a Ouais. pas la masse salariale pour les faire signer, mais il a déjà les Ouais, joueurs. mais tu Après, vois, c'est comme le cas de Ayou. Ayou, on sait qu'il est d'accord pour rester si on arrive à lui offrir un vrai contrat. Mais à un moment, le gars, il a aussi envie de jouer. Hein, donc là, t'as Brest, je crois, qui commence à éventuellement regarder le dossier. À un moment, le gars, il va se dire ok, j'aime bien le Havre. T'as pas que Ayou. j'ai Je envie de pense jouer. qu'il doit avoir 3 ou 4 noms sous la main quand même. Oui, ce que je veux dire, c'est que tous ces joueurs-là potentiels qu'on pourrait recruter, ils vont aussi se poser ces mêmes questions-là. Ah bah, c'est C'est-à-dire, sûr. le Mais Havre, c'est après, sympa, bien, il est cool, mais à un moment, faut que je joue, quoi. Après, Ah. on n'est pas les seuls non plus hein, dans la situation là. Il y a quasiment, t'as la moitié des clubs de Ligue 1 qui sont comme nous. Hein. Puis concernant Oui, André, comme tu dis, il va attendre jusqu'au 31 août, mais si au 31 août, le hack lui dit on peut pas et qu'il a un point de sortie,
il ira ailleurs et puis tant pis. Hein. On aura profité de lui pendant 8 mois, ça aurait été bien. Mais à un moment, t'as la réalité qui te rattrape. Après, je pense que ça va se débloquer quand même. Là, ça commence un peu à se débloquer en Angleterre, donc ça va faire effet un petit peu domino. Mais après, moi, j'ai peur surtout qu'on perde Keshteh et Targaline parce que eux, ils ont été mis en valeur avec les JO. Surtout Targaline, qui était pour moi un des deux meilleurs avec Hakimi, l'équipe du Maroc. J'ai peur franchement qu'il y a un club qui pose une somme conséquence. Ce qui peut nous sauver, c'est qu'il est quand même régulièrement blessé, donc peut-être que les clubs vont peut-être pas forcément aligner les billets pour lui, mais on n'est pas à l'abri que Targaline file dans un club anglais ou un club allemand. Quoi. À 7 millions, tu crois qu'on refuse? Moi, je crois pas. J'en sais rien. Non, on a tellement besoin de fric que je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont prévu, j'en sais rien. On verra, mais ça arrive vite. Hein. Ça arrive vite. Sachant qu'en plus, Targaline, on l'a récupéré gratuit, si je dis pas de bêtises, donc c'est entre guillemets pur bénéf. Donc, oui, mais même si tu récupères 5 millions, c'est 5 millions secs, quoi. Mais la plupart. Mais le problème, c'est qu'honnêtement, Targaline, tu le gardes encore un an et je suis sûr qu'il va tout casser au hack. Pour moi, cette saison, tu auras le hack sans Targaline et le hack avec Targaline. Donc, un joueur comme ça dans ton équipe, c'est une plus-value incroyable de l'avoir. Donc, est-ce qu'ils vont prendre le risque comme tu dis, pour 7 millions, est-ce qu'ils vont le lâcher, quitte à le garder un an de plus pour au moins essayer de se maintenir un peu plus favorablement, quitte à le pas libre en fin d'année, ou au contraire, est-ce qu'ils vont dire, écoute, on a 7 millions, on va prendre et puis on essaiera de trouver quelqu'un d'autre. J'en sais rien. Dans l'état actuel des choses, 7 millions par rapport à un maintien, je suis pas certain que tu sois perdant à accepter les 7 millions. Ouais, j'en sais rien. C'est un calcul à faire. Est-ce que t'as pas quelqu'un à vendre avant? Je sais pas. Ça dépend de ça aussi. Si t'as Yute qui part et que t'as Yute et Sanganté qui part. Je veux bien qu'on vende Kitala, moi. Hein? Je veux bien qu'on vende Kitala, moi. Ouais, mais il faut un acheteur pour ça. C'est la loi de l'offre et de la demande, ça s'appelle. Je sais. Pas mal. Honnêtement, vu le match, excuse-moi Clément, vu le match de UT contre Borou, mais surtout contre Paris, il a la tête ailleurs, le gars. Hein. Non, mais ça fait 2 mois qu'il a la tête ailleurs. Même la fin de saison qu'il nous fait, il a pas fait une bonne fin de saison parce que tu avais déjà tous les clubs qui lui tournaient autour. Là, le problème pour lui, c'est que si on avait eu des droits télé convenables, UT, ça fait longtemps qu'il serait parti. Simplement, les clubs à l'étranger, ils savent que la France est dans la mouise et qu'on n'a plus de pognon, donc ils vont attendre le dernier moment, ils vont mettre les clubs français au pied du mur, mais il n'y a pas que nous. Hein. Montpellier, ça va être pareil, Brest, ça va être pareil. Ces clubs-là, tu vas voir que la dernière semaine du Mercato, tu vas avoir des gros joueurs qui vont partir et qui vont partir à l'étranger pour des sommes réduites par rapport à s'ils étaient partis il y a un an. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc après, en effet, comme tu dis, ça va être la course pour recruter les joueurs. Mais je pense que Bodmer est assez intelligent et a des joueurs sous le coude pour compenser nos départs. Et finalement, si tu regardes, tu n'as pas 36 joueurs qui peuvent nous quitter. Tu as Opéry, et encore, je ne suis vraiment pas sûr qu'Opéry parte. Sanganté, bon, lui, je pense qu'il peut partir. Yute, j'espère qu'il va partir. Targaline et Keshoa, c'est vraiment les seuls joueurs qui ont une valeur marchande dans notre effectif. J'ai fait rentrer Havray. Salut Havray. Salut les gars, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Tu voulais réagir sur le mercato, camarade? Ouais, sur le mercato, mais moi je suis tout à fait d'accord avec Gilles. Franchement, pour moi, tous ceux qui sont en fin de contrat, faut qu'ils partent. Hein. Parce que l'argent va en falloir. Hein. Et comme Yute, je pense que Yute, faut qu'il parte même à 6 millions, faut qu'il parte. Hein. Faut qu'il parte. On le donne. Non, mais ouais, mais il a plus la tête, comme tu disais, il a plus la tête au hack, pour moi déjà, d'une. Et de toute façon, il nous faut de l'argent. Parce que, je suis désolé de dire ça, mais si, je touche du bois, hein, si on descend l'année prochaine, ils vont tous partir à zéro. On va faire comment? On n'a déjà pas beaucoup de sous, alors si on descend à moitié en Ligue 2, ça va être compliqué. Le problème, c'est qu'il faut trouver des acheteurs aussi. Je pense que tu as des clubs qui vont mettre 2 millions, mais 2 millions, est-ce que tu vends un joueur à 2 millions alors que... Non, pas 2 millions, je pense bien, il ne faut pas les brader. Mais si maintenant c'est du 6 UT, il faut le vendre à 6. Là, je pense qu'ils étaient d'accord avec 7 avec Hoffenheim, c'est juste que le joueur s'est pas mis d'accord avec Hoffenheim. Mais sinon, le hack était d'accord pour moi, enfin, d'après ce que j'ai compris. D'après ce que dit Bodmer, oui. Ouais, et une autre petite question, c'est qui en fin de contrat l'année prochaine? C'est UT? Il reste qui encore en fin de contrat? Je crois qu'il y a Targaline aussi. Opéry, Targaline. Donc c'est pour ça que moi je disais, ceux-là, on se retrouve dans la situation dans laquelle on était dans les années de Ligue 2
pré-Volpe, où de toute façon, on n'avait pas les moyens et, les mecs ne re-signeront pas. Les mecs ne Mais re-signeront non, pas. c'est clair. Et, C'est pour ça qu'il faut vendre. et c'est pour ça que c'est pour ça que je pose la question. T'as des droits télé qui ont été divisés de moitié, grosso merdo, la valeur de ton championnat est divisée de moitié. Faut aussi que nous, notre référentiel de transfert, va falloir leur voir à la baisse à ce niveau-là. Mais le souci, c'est que pour le moment, les gars, ils ont des contrats, même s'ils sont ce qu'ils sont au WAC, dans la division, ils ont des contrats sur base 700 millions, 800 millions d'euros de droits télé. Et les salaires devront baisser. Et tant qu'ils baissent pas, il y a un effet ciseau sur les clubs qui fait qu'à un moment, il faut du cash. Il faut du cash et peut-être du cash à n'importe quel prix. Puis rapidement, surtout. Moi, je pense rapidement. Bah, mine de rien, on est déjà le 19 août, le mercato ferme le 2 septembre. Ouais, il reste un peu plus de. Maintenant, 2 semaines tout pile. 2 semaines tout pile. Ouais, bah, tu vas avoir un mercato NBA, 2 semaines, quoi. Ouais, c'est ça, et faut encore, aller très vite. Je veux voir si ça va vraiment s'activer cette semaine, mais pour moi, c'est plus la dernière semaine. Que ça va... Ouais, je pense. Ouais. Mais Voir déjà, le dernier jour. En Angleterre, Voir le dernier jour. En Angleterre, ça a commencé à signer, donc je pense que ça devrait quand même pas tarder dans le reste de l'Europe. Quand l'Angleterre s'y met, normalement, l'Europe suit. Ouais. Bah écoute, on va croiser les doigts. Ouais. Rien à voir, on va clore cette partie mercato très intéressante. Merci à tous d'être intervenus. Dernier petit sujet avant de conclure. Prochain match du HAC, comme je le disais tout à l'heure, à Saint-Etienne, qui se jouera sans les supporters stéphanois, de mémoire. JC, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match chez le Vert de Saint-Etienne? Bah, prendre des points, lancer la saison de façon mathématique et en allant chercher un petit point, voir une première victoire depuis déjà un bail à l'extérieur, parce que c'était à Toulouse, je crois que c'était en septembre ou en octobre. Donc non, ce que j'attends à Saint-Etienne, c'est ouvrir les compteurs, faire un bon match, voilà, que ça se concrétise. Franchement, je suis assez confiant. Alors, on dit que Saint-Etienne est promu, mais qu'ils ont un budget, etc. C'est vrai qu'ils ont un budget qui est certainement au-dessus de nous. Ils ont fait des transferts assez conséquents. Je suis pas convaincu qu'ils se fassent un milieu de tableau. Enfin, pour moi, ça va jouer le maintien comme nous. Donc voilà, donc c'est un vrai concurrent direct. Ils ont été rachetés, Saint-Etienne, il me semble, en fin de saison dernière. Donc effectivement, un budget plus important que le nôtre. Saint-Etienne, pour rappel, a perdu 2-1 de mémoire à Monaco, je crois, le week-end dernier, pendant que nous on perdait contre le PSG. Donc ouais, je sais pas, Gilles, qu'est-ce que tu attends, toi, de Saint-Etienne? Est-ce que tu penses qu'ils vont jouer le maintien comme nous? Est-ce que tu les vois un peu plus haut? Oui, ça fera pas plus que 12-13 dans le meilleur des cas, mais c'est normal, c'est la remontée, et puis c'est dur, et puis on peut dire Saint-Etienne, bah, ils doivent leur monter seulement aux 10 dernières minutes de la prolongation du barrage. Ça s'est pas joué à grand chose, donc il n'y a pas une si grosse différence que ça entre eux et ce qu'était Metz l'année dernière. Bon, bah, ça jouera. Si ça veut rigoler, ça fera 12 ou 13, mais ça fera pas mieux, et c'est normal. Et donc c'est un concurrent direct. Il faut aller marquer le territoire tout de suite là-bas. On ne demande pas un 6-0, mais un petit 1-0 de raccro, ça me va. Ça va être dur. Mais sauf s'il y a le Texier en arbitre, là, il y a peut-être moyen, non? Mais oui, ça va être dur. Mais les gars, c'est la Ligue 1 et on a le dernier budget. Bien sûr que ça va être dur. Ça va être dur, pas encore pendant 37 matchs. Les deux prochaines journées vont être décisives, enfin pas décisives, non, pardon, on est déjà qu'à la deuxième journée, je reprends. Elles vont être importantes parce qu'on joue quand même Saint-Etienne qui est promu, et après on enchaîne Auxerre à domicile qui est également promu. C'est des matchs qui vont être importants, en tout cas dans les calculs finaux, je pense. C'est vraiment des points qu'on doit prendre à ce niveau-là. Donc on espère qu'on fera quelque chose, et surtout, comme je disais, il y aura pas les supporters de Saint-Etienne, donc au niveau atmosphère ça va être autre chose. Ça peut être favorable pour nous. Donc voilà, perso, je suis confiant. Donc voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe à la conclusion, chers camarades? Ouais, juste un petit mot sur Saint-Étienne. Bon, je suis complètement d'accord avec l'analyse de JC. Effectivement, là, ce serait vraiment bien de débloquer le compteur point, même juste un point. Ouais. Moi, le point que j'attends aussi, même si on en a parlé un petit peu, c'est aussi de se rassurer un peu défensivement, parce que bon, même si 4 contre le PSG, c'est pas déconnant en soi, même si on prend 3 en 5 minutes, ça fait mal. Ce qui se contre Borum avant, ce serait bien de fermer un peu les vannes, derrière. Il y en a d'autres qui en prendront 4 contre Paris, t'inquiète pas. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Donc voilà. Bah, merci Thomas pour ton avis là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour.
pense qu'on a fait le tour. Quel anglais? Oh là là, incroyable. T'as vu ça? On dirait que c'est ton métier. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce space. C'était un plaisir de démarrer cette saison. En plus, un petit plaisir différent pour moi et nouveau puisque je suis au Havre pour une fois, moi expat. Donc c'est mon premier space en 3 saisons en direct du Havre et ça fait vraiment plaisir. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette émission autant que j'ai apprécié la préparer avec mes collègues. On vous retrouve très bientôt, je ne sais pas quand, puisque comme vous avez pu constater, je suis en vacances, donc on va voir. Si vous êtes sages, on fera un autre space pendant les vacances. En tout cas, je vous souhaite à tous une très 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 bonne soirée, une très bonne semaine, puisqu'on est lundi. Et puis, on se retrouve très très vite pour parler du hack. Bonne soirée à tous et allez